Du 21 au 27 juillet prochain, en plein début des vacances de la construction, où la plupart des Québécois vont être près d'un cours d'eau, souhaiteront se rafraîchir, ce sera la semaine nationale de la prévention de la noyade. Pour nous en parler, qui d'autre que M. Reynald Hawkins, qui est directeur général de la Société de sauvetage. Bonjour, M. Hawkins. Bonjour à vous. Tout d'abord, je veux savoir, parce que évidemment, il arrive encore des histoires de drames d'année en année, d'été en été, près des piscines, près des cours d'eau, des gens qui se noient. Puis on s'entend que chaque noyade est évitable. Je veux savoir quel est le contexte le plus fréquent de noyade en milieu résidentiel? En milieu résidentiel, lorsqu'on a une piscine dans notre cour arrière, c'est l'accessibilité. C'est ce qui a amené le ministère des Affaires municipales à promulguer une modification dans son règlement original depuis 2010 qui ne visait que les nouvelles installations. Donc, ce que je peux vous dire, c'est qu'au 30 septembre 2025, tous les propriétaires antérieurs à 2010 devront se conformer au règlement. Et le règlement est relativement simple. C'est que tout le monde parle de clôture, là, mais retenez le principe de est-ce que ma piscine est accessible par rapport à mon voisinage? OK, si la réponse est oui, comment je dois la rendre inaccessible? Donc, la plupart du temps, c'est la notion de clôture. Mais est-ce que la piscine est aussi accessible à partir de la résidence? Et si la réponse est oui, c'est comment je peux la rendre inaccessible? C'est ce qui fait que certains vont venir clôturer leur patio ou d'autres vont venir mettre plutôt justement une clôture en verre à la sortie de la maison pour pas affecter le décor ou l'aménagement de leur cour arrière. Ouais. On peut faire aussi, je crois, là, c'est les fameuses échelles qui sont verrouillées, là, donc ça empêche là, les jeunes enfants, par exemple, d'avoir accès là, à l'échelle pour se hisser là, dans la piscine, par exemple, là, aussi. Là. Si vous avez une piscine hors terre, puis je sais qu'il y en a plusieurs à Laval, entre autres, là, puis sur la Rive-Nord, des piscines hors terre, et que vous voyez la piscine qui n'est pas attenant à un patio, effectivement, l'échelle, avant, on avait ce qu'on appelle une échelle escamotable. Maintenant, la réglementation dit que ça doit être muni d'une portière qui se referme automatiquement. Oui. En même temps, je me dis, sachant que la loi est là, pourquoi pas, justement, surtout que plus on attend, plus ça coûte cher pour pouvoir clôturer le pourtour, finalement, de notre piscine. Alors, pourquoi pas y aller de l'avant, sachant que la loi est là aussi, là? Vous avez tout à fait raison. L'idée, c'est n'attendez pas à l'été 2025 pour pouvoir vous conformer. Profitez justement des prochaines semaines pour faire vos recherches d'informations auprès des entrepreneurs. Et moi, je regarde souvent les pages des réseaux sociaux et je ne vois que ça, des compagnies de clôture qui vous demandent de vous conformer. Fait que utilisez donc cette approche-là maintenant plutôt que l'année prochaine. Parce que l'année prochaine, en plus des nouvelles installations, vous allez avoir justement la difficulté de trouver des matériaux, de la difficulté de trouver la main-d'œuvre. Alors donc, c'est pour ça que ma recommandation, c'est faites-le dès cette année. Oh oui, parce que tout le monde va être... Il y en a beaucoup qui vont être à dernière minute, puis on va tenter de trouver un entrepreneur, puis on va être à la course, puis finalement, on sera peut-être pas dans les délais. Puis en plus, évidemment, on le rappelle, mais c'est la sécurité qui prime avant tout. Et de cette sécurité aussi, pour l'assurer dans la piscine, c'est quand même toujours d'assurer la présence d'un adulte aussi pour surveiller là, quand on s'amuse dans l'eau pour nos jeunes. Combien de fois vous avez entendu parler, malheureusement, le drame s'est produit, puis il y avait plein d'adultes autour de la piscine. Donc, tout le monde pense que quelqu'un surveille, mais dans le fond, personne ne surveille. Tout le monde prend pour acquis que quelqu'un d'autre surveille les enfants. Alors, c'est pour ça qu'on dit, prenez le temps de désigner une personne adulte, responsable, pas le grand frère, pas la grande sœur. Donnez-lui un objet quelconque, là. Ça peut être un sifflet, ça peut être une casquette. L'idée, c'est toi, pendant 15 minutes, tu dois surveiller constamment les enfants. Tu ne peux pas être distrait par ton téléphone cellulaire. Tu ne peux pas faire de la lecture ou du jardinage. Tu ne fais que surveiller. Et à partir du moment où vous ne pouvez plus assumer cette surveillance-là, vous devez nécessairement aviser un autre adulte et à partir de maintenant, c'est toi. C'est un peu l'approche du conducteur désigné. Ouais. C'est le même principe qu'on a mis là. Et là, pendant 15 minutes, je suis responsable de la surveillance des enfants. Et si pour une raison ou pour une autre, on n'a plus d'adultes disponibles, mais on fait sortir tous les enfants de la piscine, on enlève les objets flottants, on enlève les jeux avec lesquels les enfants s'amusaient et on referme le tout pour pas que l'enfant puisse avoir accès indûment à la piscine dans la cour arrière. Ouais.
Chez ceux qui se noient chaque année, donc le rapport qui est là, qui ne bouge pas beaucoup, hein, on le voit d'année en année, les chiffres sont pas mal toujours similaires malheureusement en termes de noyades à la fin de l'été. On voit beaucoup d'hommes. Pourquoi les hommes sont surreprésentés, là? Notamment, je pense, les hommes âgés, hein, plus âgés, là, qui sont surreprésentés dans le cas des noyades d'année en année, là. Vous avez raison. Vous et moi sommes plus ciblés que madame ou la jeune dame. L'idée, c'est que les hommes, pourquoi ils sont surreprésentés? Bien, on surestime notre capacité de savoir nager. On évalue que les probabilités qu'on se retrouve par-dessus bord ou en danger sont pratiquement faibles. Ça m'est jamais arrivé au cours des 10, des 15, 20 dernières années. Pourquoi ça arriverait maintenant? Il y a 4 fois sur 10 où on a consommé de l'alcool et on commence à colliger les données sur les drogues depuis que le tout a été légalisé aussi. On voit là que ça a un facteur prédisposant puisque 4 fois sur 10, nos victimes chez les adultes avaient consommé, dont certains avaient même dépassé les limites permises. Alors donc, c'est des facteurs contributifs. Oui, bien, on s'entend que si les gens... parce que des fois, on oublie, mais je veux dire, c'est pas d'alcool au volant, mais pas d'alcool dans le bateau non plus si vous êtes à la conduite de l'embarcation. Là. Je veux dire, c'est un non-sens. Je pense que même, c'est quoi les amendes qu'on peut avoir, c'est la même chose. Là, si on... vous êtes passible du même code criminel que comme si vous étiez sur la route. Moi, j'ai déjà vu des jugements où le juge ou la personne qui en était responsable disait même qu'il enlevait le permis de conduire à cette personne-là, puisque si tu peux conduire avec faculté affaiblie sur l'eau, tu peux peut-être faire la même chose sur la route. Malheureusement, on le voit, là, ça cause des accidents, pas juste collisions, mais mortels. Et là, vous êtes passible là, du code criminel parce que vous êtes accusé de conduite dangereuse ayant causé la mort d'une autre personne. Alors, c'est pour ça que moi, je reviens souvent à la notion de la modération bien meilleur goût. Puis lorsque vous êtes sur l'eau, lorsque vous consommez ne serait-ce qu'un verre d'alcool, peu importe lequel, c'est comme l'équivalent de 3 sur la terre ferme à cause du clapotis des vagues, mais la déshydratation qui est causée par le soleil fait en sorte que l'absorption de l'alcool se fait plus rapidement et vient affecter votre discernement, ça c'est clair. Et là, il y a une chose que vous répétez d'année en année, M. Hawkins, le port de la veste de sauvetage, la veste de flottaison. Puis on le voit encore, ça ne semble pas encore rentrer dans la plupart des crânes et tout ça, malheureusement. Parce que c'est quoi au Québec, si je ne me trompe pas, il faut avoir pour le nombre d'occupants d'une embarcation, donc le nombre, exemple, on a 5 personnes, 5 vestes de sauvetage, mais les gens ne la portent pas plus. Pourquoi c'est pas obligatoire de la porter? Il me semble que c'est un non-sens quand on voit cette règle-là. J'apprécie votre question. Nous, on revendique ça auprès du ministre responsable des Transports, donc M. Pablo Rodriguez, qui est un député de la Chambre des communes qui vient du Québec. Nous, on a fait la démonstration que 8 fois sur 10, les gens victimes de l'onde au niveau des sports nautiques, peu importe que ce soit à pagaie, puis on l'a vu avec la planche à pagaie, là, combien de fois je vois des gens pas de veste de flottaison sur leur planche à pagaie ou des sports motorisés. 8 fois sur 10 ne portaient pas ou ne portaient pas correctement leur veste de flottaison. Juste cette notion-là de rendre obligatoire la veste viendrait de sauver en moyenne 20 personnes par année au Québec. Certains vont me dire, écoutez, là, la plupart du temps, c'est des adultes, vous avez raison. Donc, ils ont un certain niveau de responsabilité, vous avez raison. Mais moi, je me permets de faire des parallèles en disant, bien, c'est la même chose pour la conduite automobile. Ouais. Ce sont des adultes qui conduisent, mais on est venu rendre obligatoire le port de la ceinture. Donc, moi, je préconise que si on avait le règlement, parce qu'on vous dit, vous devez en avoir en nombre, en taille appropriée pour chacune des personnes à bord, alors ma prétention, c'est que si elle devient obligatoire, de fortes chances que vous allez aller acheter le bon dispositif dans lequel vous allez être confortable, puis là, vous allez le porter en tout temps et vous aurez l'anecdote à faire vivre aux autres plutôt que le drame, parce que vous aurez porté votre veste de flottaison. Merci pour ce rappel. On souhaite un bel été à tous ceux qui nous écoutent au plaisancier en toute sécurité. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, M. Hawkins. C'est moi qui vous remercie de l'invitation.